sans plus tarder, on va demander donc au professeur de nous rejoindre et juste nous donner le temps de pouvoir lancer sa présentation et nous commençons. Je vais paraphraser un des anciens présidents de la République du Sénégal, puisqu'on est en pleine période de CAN, de football en Afrique, j'ai appris hier que le Nigeria a gagné, qui va aller faire. Alors, lors des Coupes du Monde, le Sénégal avait fait un exploit en battant la France, et le président disait que après cette victoire, les Sénégalais peuvent rentrer, c'est comme s'ils avaient pris la Coupe du Monde. Alors, après avoir vu l'élément, je me suis dit que l'essentiel de ce que je vais présenter tout à l'heure a été bien synthétisé par cette production de Nioli, donc félicitations. Merci. Alors, attendez, je vais vous lancer. maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être... Voilà des éléments sonores qui vont renforcer ce que vous avez déjà vu et entendu. Tout à l'heure, vous avez entendu le président Cheikh Anta Diop exprimer sa pensée sur les raisons qui ont amené ce colloque du Caire. Là, on va... Désolé. Voilà. La première image, voilà, celle-là. On laisse comme ça. The topic of whether ancient Egyptian civilization originated in Africa has been a subject of great interest and research in the field of Egyptology. Many people might not know. Donc c'est la version en anglais, résumé. But this question was extensively debated and resolved more than 40 years ago at a significant conference in Cairo, Egypt. In this event, leading experts in the field of Egyptology engaged in a week-long discussion. Despite the significance of these findings, which showed strong evidence of the Egyptian African roots, this information has not been widely known or discussed. In today's video, we're going to explore these historical discussions and their eye-opening conclusions. In 1974, UNESCO acknowledged that the ancient Egyptians were of African heritage, emphasizing Egypt's deep roots in the African continent. This recognition was a significant milestone in the study of African history. During a conference held from January 28th to February 3rd, 1974 in Cairo, qui sont à base de sel, souvent, et qui contiennent aussi des bitumes. Ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du musée de l'Homme à Paris, qui viennent des fouilles de Mariette. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude
aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmoses III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus de mètres carrés. Voilà. Donc voilà des éléments d'ambiance qui permettent de savoir comment le débat a été organisé et également les éléments de débat qu'il y a eu. Alors, maintenant, je vais continuer par les propos d'un grand Africain. Je suis sûr que dans la salle, certains d'entre vous le connaissent. Un grand Africain qui s'est imposé et qui s'impose quand on parle de culture et d'histoire en Afrique. Il s'agit de Joseph Kizerbo, que j'ai connu personnellement à Paris quand j'étais étudiant et à Dakar quand je suis devenu enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Ses livres, ses articles, ses conférences sont profonds. On a célébré son centenaire à Dakar et un peu partout en Afrique en 2022. Donc vous remarquerez que Kizerbo a un an de plus que Cheikh Anta. Peu de gens savent cela. Parce que lui-même, c'est lui qui m'a appris que Cheikh Anta est décédé ce jour-là. Il était à Dakar. C'est un grand panafricaniste. Mais quand il est revenu à Dakar, il avait une partie de ses études au Sénégal. Mais il est revenu à Dakar au moment où, paradoxalement, c'est le président Sankara qui était arrivé au pouvoir. Ils ont eu quelques soucis, quelques petits problèmes. Et il est revenu à Dakar. Alors tenez-vous bien, le vendredi où Cheikh Anta est décédé, c'est Kizerbo que j'ai rencontré, on avait cours en haut, et c'est lui qui m'a dit à l'oreille, Bouba, est-ce que tu sais que le vieux, le grand vient de nous quitter? Je lui dis, quel vieux? Il me dit, Cheikh est parti. C'est lui qui m'a annoncé le décès de Cheikh Anta à Dakar. Et tenez-vous bien, ça c'est le destin. C'est le même jour où sa propre maman est décédée. Kizerbo a eu ce jour-là deux nouvelles terribles. Et donc, c'est lui qui a répondu à une question très importante. L'histoire apporte-t-elle une lumière? À quoi sert l'histoire? Voilà ce que le professeur Kizerbo a écrit. Il a répondu par l'affirmative. Il dit l'histoire permet de connaître des trajectoires, les défis du présent et du futur. Il ajoute l'histoire aussi peut obscurcir la conscience. L'histoire peut apporter une justification aux actes les plus ignobles perpétrés contre un peuple. Bref, l'histoire peut être soporifique. C'est ça qu'il faut comprendre pour arriver à mieux saisir la portée du colloque du Caire. Donc, les révélations de l'histoire ancienne. Cette partie, je l'ai développée il y a quelques années, dans les années 80, moi j'étais étudiant à Paris, on avait une revue panafricaine qu'on appelait la revue Jonction. On a changé de nom au moment parce que les autorités françaises nous ont demandé de changer de nom parce qu'on commençait à déranger un peu. C'est la jonction des Africains de Paris avec les Africains de la diaspora. Bref, dans cette revue, j'ai eu à parler des enjeux de l'histoire ancienne. C'est un champ d'affrontement sur l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'histoire ancienne, c'est tout le débat sur l'hominisation. Comment on est arrivé sur Terre? Alors là, c'est un sujet très complexe. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes? Je disais tout à l'heure que dans la langue que je parle au Sénégal, le Wolof, il y a un terme pour désigner certains animaux, dont le singe. On l'appelle le parent aux longues oreilles. Le parent. Pourquoi? Donc nos ancêtres, ils savaient qu'il y avait des liens entre nous et les autres animaux. Et l'histoire ancienne permet de revenir sur le processus de l'hominisation.
sur l'émergence des premières civilisations, sur l'invention des techniques et des arts, des spiritualités et des religions. Alors oui, si vous voulez faire une décolonisation mentale, il faut partir de l'histoire ancienne pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Alors, la genèse d'une polémique. Selon les primitifs du colonialisme et de l'impérialisme, il y aurait eu une domination constante des Blancs sur les Noirs. C'est ce que l'historiographie a essayé de faire croire. L'Europe a été présentée, à partir d'un certain moment, comme le centre du monde. Cette vision a été rejetée très tôt par les diasporas africaines et par le groupe de présence africaine. Dans l'exposition, j'ai fait exprès de montrer des livres produits par présence africaine. Le rôle de Alioune Diop. Si Alioune Diop n'avait pas existé, je me demande si on serait là, en train de parler de Cheikh Anta, de Léopold Sédar Senghor. Il a joué un rôle capital, je n'insiste pas. Mais retenez que c'est ce groupe de présence africaine qui a permis l'émergence de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, de Congo, Engelbert Weng, paix à son âme, Camerounais, disparu atrocement, qui a été assassiné dans son pays au Cameroun, et d'autres. Cheikh Anta Diop a été celui qui a proposé une réplique inversée des rapports anciens. Relisez Nation, Nègre et Culture. Vous allez voir un chapitre très intéressant sur la création du mythe du nègre inférieur. Cette partie est très importante pour savoir comment on a créé le mythe du complexe du nègre. Cheikh Anta montre que le tournant, c'est le 15e siècle. Et la traite des nègres, je dis bien tournant, car il y a des noyaux très anciens. Moi, j'ai fait ma thèse de 3e cycle sur les noyaux très anciens. Le noyau judéo-chrétien, puis musulman. Il y a donc des noyaux anciens. Bref, d'autres Africains, d'autres de la diaspora, au niveau des Noirs américains, comme Snowden, sur lequel on pourra revenir, qui ont aussi parlé de cela. Alors, la querelle des égyptologues, on va faire un focus là-dessus, puisque la naissance de l'égyptologie scientifique, je dis l'égyptologie scientifique moderne, c'est un tournant. Au XIXe siècle, quand il y a eu le colonialisme moderne, ces temps-ci, je pense que vous qui êtes à Paris, vous avez la chance peut-être de voir le film sur Napoléon. Qui a vu parmi vous le film sur Napoléon? Oui, il s'est passé tout récemment. Moi, j'étais très curieux. J'aime pas le personnage, mais je suis parti voir le film. Vous allez voir comment Napoléon, qui est parti de la Révolution française, est devenu un personnage mégalo, et comment il est devenu l'empereur. Alors, mais c'est durant cette campagne que l'égyptologie va avoir la configuration que vous connaissez. Donc, ce colonialisme, l'impérialisme, l'hégémonie, ça a permis de revenir sur la civilisation égyptienne. Il y a eu donc des luttes et des compromis. Il y a eu ce qu'on appelle le début de l'éclectisme. On prend une partie ici, une partie là. Mais c'est important de comprendre que c'est en ce moment qu'il y a eu des débats sur l'origine de la civilisation égyptienne. Est-ce que c'est l'Est? Est-ce que c'est l'Ouest? Est-ce que c'est le Nord ou le Sud? Quel est le rôle? Quelle est la place des éléments écologiques, climatiques? Quelle est la place de la race, des langues des habitants? Les relations avec les voisins, les conflits, la diplomatie. Alors, l'Égypte, c'est une civilisation particulière. Le niveau technologique. Quand on étudie la civilisation égyptienne, je ne vais pas développer ce que j'ai développé avec mes cours, dans mes cours avec mes étudiants. Même aujourd'hui, quand on parle des choses aussi avancées que les couveuses artificielles,
Mais si vous lisez les textes anciens, on vous dit que les Égyptiens, ils pratiquaient ça. Des couveuses artificielles pour avoir plus de poussins. Je ne parle pas des autres aspects. Mais ça, vous lisez les textes de Diodore, comment les Égyptiens faisaient, etc. Donc, l'ampleur des inventions, des innovations scientifiques, artistiques, littéraires, le début de la littérature, les contes, la spiritualité, les religions, qu'il s'agisse des religions polythéistes comme des religions monothéistes. Alors, il faut aller en Égypte pharaonique pour comprendre cela. Donc, c'était un enjeu. Alors, le pari maintenant, pourquoi on en est arrivé au colloque du Caire? Cheikh Anta a dit un peu comment eux, ils ont poussé. Mais il faut revenir à l'UNESCO. Vous savez, après la Seconde Guerre, bon, l'UNESCO a été créé comme les Nations Unies. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'UNESCO a voulu faire une histoire de l'humanité. Est-ce que vous savez que dans les années 60, on avait oublié l'Afrique? L'Afrique a été oubliée. C'est par autocritique qu'on a commencé à faire l'histoire de l'Afrique. La décision a été prise de réécrire l'histoire de l'Afrique. La chance qu'on avait, c'est qu'il y avait à ce moment des intellectuels ici, comme vous, ici à Paris et sur le continent, qui ont dit, mais c'est à nous de faire ça. Et donc, il y a eu mise en œuvre. Je ne parlerai pas de la créance de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Bref, il y a eu mise en œuvre des outils, des organisations et des résultats. Je citerai rapidement. La création à Niamey du Centre de conservation, de classement, d'études et de publication des traditions orales. Ce matin, quand je suis venu tôt, j'ai beaucoup discuté avec les amis, certains. Je leur ai raconté beaucoup d'histoires. Grâce au CELTO, le centre qui se trouvait à Niamey, il y avait la tradition orale. Il y a beaucoup de choses que je connais aujourd'hui, ce n'est pas dans les livres. C'est grâce au centre de Niamey, il y avait des traditions. Aujourd'hui, pour comprendre les migrations qui ont amené le peuple sénégalais là où il est, il faut aller au centre de Niamey. Vous allez voir des traditions extraordinaires. Sur les Sérères qui sont aujourd'hui considérés comme le peuple, un des peuples les plus anciens au Sénégal, leur passage dans l'actuel pays qu'on appelle Niamey, le Niger. Les ancêtres des Sénégalais sont passés par le Tchad, sont passés par le Niger, pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle le Finistère. Les combats entre Sérères et Touareg, c'est à Niamey que vous allez trouver ça. Vous n'allez pas trouver ces documents à Dakar, au Sénégal. Donc, ce centre-là est important. Le travail de recensement des archives et des sources écrites, la création du centre Ahmed Baba à Tombouctou et le fameux colloque du Caire sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement du méroïtique. Alors, tout à l'heure, vous avez vu dans l'élément que Ndiéli a fait, ce numéro spécial, je vous le recommande, c'est dans Encre. C'est une revue, vous avez tous les détails écrits, c'est publié par Théophile Obenga et Cheikh Mbacké Diop, qui est le fils de Cheikh Anta. Ils ont publié un numéro spécial. Je crois que c'est dans la revue Encre de 1994, c'était le numéro 3. Vous pourrez vous reporter à cela. Mais le plus important, c'est la suite du colloque de Caire. Qu'est-ce qui s'est passé après? En 1974, je signale que j'étais étudiant. J'étais en licence, je crois. C'est en 1975 que j'ai fait ma maîtrise. J'ai fait ma maîtrise sur un objet de polémique, sur la couleur noire. Est-ce que Cheikh Anta a tort? Est-ce que ce sont les autres qui ont raison, qui disent que les Grecs n'ont jamais dit que les Égyptiens étaient noirs? Alors, j'ai fait ma thèse, ma maîtrise à l'époque, il y avait des maîtrises, sur le mot mélas. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les mots que les Grecs utilisaient? Non seulement il y a mélas, mais les Grecs utilisaient des mots qu'il faut avoir à l'esprit d'ailleurs, parce qu'il y a des mots qu'on utilise actuellement. Mor, moros, c'est noir aussi. C'est ça qui a donné les mots là. Ce terme, je ne veux pas l'utiliser parce que ça, c'est des mots que les Européens utilisent des fois pour créer la confusion. On dit en Afrique, il y a des Maures, il y a des Berbères, des Bantous. Il y a beaucoup de mots qu'ils ont créés eux-mêmes
qu'il faut enlever de la bibliothèque coloniale. Donc, bref, moi, ce terme-là est un terme très important. Et quand on a terminé le colloque du Caire, il y a eu à Dakar, tenez-vous bien, en 1976, un colloque sur Afrique noire et monde méditerranéen dans l'Antiquité. Pourquoi? Comment expliquer aussitôt après? Et ça, c'était organisé par l'Université de Dakar. Mais la plupart de ceux qui étaient vaincus au colloque de 1974 sont venus à Dakar en 1976. Ah oui, il y a un livre qui a été publié, je ne l'ai pas amené, mais c'est publié à Dakar. Ça s'appelle Afrique noire et monde méditerranéen de l'Antiquité. Professeur Leclan, le Cheikh Anta est venu, il a parlé. Mais dans le livre qui a été publié à Dakar, il n'y a pas la communication de Cheikh Anta. Et la justification qu'on a donnée, c'est que peut-être c'était très long, et que Cheikh Anta lui-même peut-être n'a pas revu. Bref, ça n'a pas été publié dans le livre, 76. Il y a eu, autre élément, la publication du volume 2 de l'histoire de l'Afrique par l'UNESCO. Ça, c'est intéressant. Mais si vous lisez, j'avais demandé si d'ailleurs vous allez publier les 8 volumes, maintenant il y en a 9 parce qu'il y a un 9e. Alors, relisez le volume 2, qui est l'Afrique ancienne. Il y a une petite note qui dit que ce qui est écrit par Cheikh Anta, en fait, ça n'engage que lui. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il n'y a que pour Cheikh Anta qu'on a fait ça. L'UNESCO, vous savez que donc le rapport de force c'est très complexe. Et on a ajouté. Mais plus intéressant, c'est l'image du noir dans l'art occidental. Alors, je vous recommande, c'est très joli, hein? C'est une série de volumes publiés à Paris et aux États-Unis. Peut-être que dans les débats, si ça vous intéresse, on pourra revenir sur la Menil Foundation. Mais c'est intéressant, c'est une fondation américaine. Ceux qui l'ont créée, la famille de Menil, c'est des gens qui sont enrichis grâce au pétrole aux États-Unis. Donc, ils étaient intéressés, je vous dis cela parce que j'ai travaillé, quand j'étais étudiant, aussi bien dans le cadre du projet UNESCO que pour la Fondation Menil, j'allais à la Bibliothèque de Paris, à la Bibliothèque nationale, qui se trouvait à l'époque rue des Francs-Bourgeois. Et j'ai travaillé, donc je connais un peu ce qui s'est passé. Alors, la Fondation de Menil a sorti un ouvrage magnifique, sur le plan de la qualité, même en matière d'égyptologie. Mais le contenu idéologique est très vicieux. Vous verrez. Et on avait demandé à Amadou Mokhtar Mbow, qui était directeur de l'UNESCO, c'est lui qui a permis le combat de cette génération. Amadou Mokhtar Mbow, j'ai parlé d'Aliou Diop, mais si Mbow n'avait pas été directeur de l'UNESCO, il n'y aurait pas eu le colloque du Caire. Et celui qui a fait le rapport du colloque du Caire s'appelle Jean Devis, il a été mon directeur de thèse à la Sorbonne. Donc je connais beaucoup d'histoires dessus. Devis a été très courageux. Pour un Français de l'establishment, faire le rapport qu'il a fait, il a fallu beaucoup de courage. Parce qu'il a été professeur à Dakar dans les années 60. Il n'avait pas les idées qu'il avait quand il était à Dakar. Mais Devis a été très courageux. Et ça vous permet de comprendre que quand la Menil Foundation a fait son travail là, et j'espère qu'il y a des étudiants un jour qui vont travailler sur les dessous de l'affaire. La Menil Foundation, Mokhtar Mbow a fait la préface. On lui a demandé de faire la préface. Il a dit, c'est un beau livre, un livre magnifique, mais il regrette qu'on n'ait pas tenu compte des travaux de Cheikh Anta. Je m'arrête là. Relisez. Je ne sais pas si c'est toujours en vente, parce que c'est très luxueux. Moi, j'ai mes exemplaires à Dakar. Mais les livres de la Menil Foundation. J'ai exposé ici un travail que la Fondation de Menil a fait très intéressant sur les Noirs à Chypre, dans l'Antiquité. Ils ont fait un travail très sérieux. Mais le contenu idéologique, il faut l'interroger. Sur le plan des faits, c'est très intéressant. Mais donc ça, c'est après le colloque du Caire. Bref, il y a eu la suite. Alors, donc ça a continué. Alors, maintenant, je vais vous dire comment moi je suis arrivé
a demandé dans mon pays qu'on célèbre les 50 ans. Chaque année, on célèbre le 7 février la disparition de Cheikh Anta Diop. On fait une commémoration. Et l'Université de Dakar, elle a retenu le 31 mars, qui est la journée du parrain. Donc ça, c'est des subtilités de la situation sénégalaise. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à l'idée de cette célébration et des célébrations. En 2020, j'ai été invité à la foire du livre au Caire. Le Sénégal était l'invité d'honneur et le directeur du livre, un collègue de l'Université de Dakar, m'a demandé, professeur, est-ce que vous pouvez venir dans la délégation sénégalaise pour parler de l'idéal panafricain dans la pensée de Cheikh Anta? J'ai dit, pourquoi pas. Je suis parti au Caire, vous voyez cette photo-là. C'est les officiels égyptiens et des étudiants africains qui se trouvaient au Caire. On y va. Et c'est après avoir fait ma communication, avant même la communication, il y avait un passage de ma communication qui était peut-être diplomatiquement très risqué. J'ai demandé au ministre sénégalais de la Culture, il s'appelle Abdoulaye Diop, je lui ai dit, monsieur le ministre, il y a une proposition que je vais faire, mais je voudrais vous demander votre autorisation parce que je ne veux pas créer un incident diplomatique. Est-ce que vous pouvez en parler à votre collègue égyptien avant que je dise ça? Parce que les journalistes, quand ils vont lancer l'idée, si vous ne réalisez pas ça, après, on va dire, oui, j'ai fait du sabotage. Ils en ont parlé, ils m'ont dit, non, professeur, il n'y a aucun problème, ça c'est une affaire universelle. Donc c'est comme ça que j'ai proposé, en 2020, qu'on se prépare en 2024 pour organiser un débat sur le colloque du Caire 50 ans après. Donc vous voyez bien, il y avait des Sénégalais, il y avait des Égyptiens et des Égyptiennes, il y avait des Soudanais, donc il y avait pas mal d'Africains, parce que le Caire, il y a beaucoup d'Africains qui étudient là-bas. Donc voilà un peu pourquoi cette célébration est très importante et je suis content qu'elle ait pu avoir lieu. Alors, de retour au Caire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé mon idée en milieu universitaire et dans certains cercles culturels. Le directeur du musée des civilisations noires qui existe au Sénégal, parmi vous, qui lève la main, c'est que vous visitez le musée des civilisations noires à Dakar. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore visité, si vous passez là-bas, ce serait bon de visiter. Alors, le directeur, qui est mon jeune frère, un collègue, il a soutenu. Le coordinateur du projet Histoire générale du Sénégal. Il y a un projet d'Histoire générale du Sénégal, le professeur Ibader Thiam, paix à son âme, parce qu'il est décédé entre-temps. Il a appuyé l'idée. Et c'est ainsi que nous avons commencé à préparer. Donc, ça fait 4 ans qu'on révise. Il y a eu des faits nouveaux. Hein. Parmi les faits nouveaux, il y a le centenaire d'Amadou Mokhtar Mbow, dont on a parlé. Parce que lui, il était directeur de l'UNESCO, et c'est lui qui a poussé pour qu'on crée cette série Histoire générale de l'Afrique. C'est lui qui a fait en sorte que Jean Davis, comme j'ai dit, soit le rapporteur. Davis, c'était son ami. Et Mbow, quand on l'a célébré, on a voulu que le processus soit accéléré. Il y a eu les effets de Covid. Ça nous a poussé, nous tous, à travailler à la maison, donc on a beaucoup travaillé. Il y a eu, entre-temps, vous l'avez expliqué tout à l'heure, en me présentant comme également directeur facilitateur d'une chaire en 2020-2021, j'ai été saisi par l'université de Dakar, parce que j'ai pris ma retraite par la suite. Et l'ICESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO des pays musulmans, ils m'ont demandé est-ce que je peux diriger cette chaire. Ce que je suis en train de faire, c'est que dans la phase expérimentale, je leur ai dit d'accord, on va faire le contenu. Et je vous félicite parce que
ils ont participé quand j'ai commencé à faire les modules. Le premier module, c'était sur les questions d'épistémologie. Qu'est-ce qu'on entend par renaître? Je ne développe pas, puisque Yelli était présent à Dakar, et ça a été un moment très important. Je reviendrai sur les autres contenus. Bref, il y a eu le centenaire du professeur de Cheikh Anta. Alors, c'est intéressant parce que le centenaire, je vais être honnête avec vous. Normalement, la grande célébration, même au Sénégal et en Afrique, devait avoir lieu maintenant, février. Je vais vous faire une révélation. Vous savez qu'au Sénégal, il y a des élections présidentielles dans quelques jours. Pour être honnête avec vous, c'est parce qu'on sait qu'au Sénégal, actuellement, entre février et mars, ça va être très difficile de parler académia, de parler des choses profondes sur le destin de l'Afrique. Les esprits sont focus sur l'élection présidentielle. On ne sait pas qui va devenir le prochain président. Voilà un peu, pour vous donner mon sentiment, le centenaire qu'on a célébré, c'est vrai que Cheikh Anta est né en décembre, mais le fait d'avoir fait un focus sur le mois de décembre est lié au fait que février, eh ben, c'est un mois assez complexe. Tournons la page. Ce centenaire a été célébré. J'ai participé, vous voyez bien ma photo là. Je suis là entre le président du conseil d'administration du musée, mon frère et ami condisciple Racine Senghor, à votre gauche, et le professeur Amadou Wagué. On est tous membres du projet Histoire générale du Sénégal. Professeur Wagué, on a créé le syndicat de l'enseignement supérieur au Sénégal. Et il est physicien, lui. Donc, on était, il y a moins d'un mois, tous réunis à l'Université de Dakar. Vous voyez également la photo d'un collègue qui vient de produire un livre excellent qui s'appelle Livre Cheikh Anta, approche thématique, je vous le conseille. Il s'appelle Yopé Sommet Yokoreka. C'est un enseignant-chercheur venant du Burkina. Il a fait sa thèse d'État, il a soutenu à Dakar, j'étais membre du jury, et aujourd'hui, il est au Kenya. Voilà l'Afrique que nous voulons. Qu'on bouge, qu'on partage. Yoko est au Kenya, et il était avec nous à Dakar lors des célébrations, comme Yelli a été à Dakar l'année dernière. Cette dame que vous voyez, elle s'appelle Marie Fall, elle est une ancienne de l'UNESCO. Elle est active dans l'association qu'on appelle l'association des aînés. Et les aînés, des personnes très âgées, parce que la jonction entre jeunes et anciens, c'est important. Elle était présente à Dakar lors du... Elle fait la navette entre l'Afrique et le Canada. Il y a une diaspora très forte au Canada. J'espère que vous serez en contact avec eux. Et le colloque, il y a eu un colloque d'égyptologie très intéressant. Je ne sais pas quand est-ce que les actes vont sortir. J'ai fait 2 communications. Là-bas, il y a beaucoup de collègues qui ont fait des communications. Ils venaient de partout, beaucoup de questions sur les détails. Mais j'ai fait 2 communications. La première, c'est sur la genèse de l'état de droit en Afrique. Comment l'état est apparu en Afrique? Comment les États ont fonctionné? Et comment il faut penser l'avenir de l'Afrique en termes politiques. Donc, je ne vais pas développer sur les axes. Et vous voyez cette photo-là, les 2 enfants de Cheikh Anta sont là, Massamba Sassou et Cheikh Mbacké, et il y avait beaucoup d'égyptologues venant d'un peu partout, et paradoxalement, les égyptologues français ont brillé par leur absence, pour des raisons qu'il faudra analyser. Bref,
Si vous voulez avoir une idée, il y a eu beaucoup de choses très fortes. Le musée que Cheikh Anta Diop, la maison de Cheikh Anta, c'est officiel. L'adhésion avait été prise, mais maintenant, ça va s'accélérer, va devenir une sorte de musée. Il y a eu des réflexions sur beaucoup de questions. Là, vous voyez la photo du recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Ali Baye. Vous voyez également la photo du directeur de l'IFAN. Je signale que le recteur est un économiste. Le directeur de l'IFAN vient de la faculté des sciences exactes, sciences de la nature. Donc, la pensée de Cheikh Anta, ce n'est pas seulement une pensée visitée et revisitée par les historiens, il y a également d'autres scientifiques. Bref, il y a eu une célébration citoyenne et populaire. Le dernier jour, le 30 décembre, on est allé dans ce qu'on appelle la banlieue dakaroise. Alors là, la célébration avait une autre dimension. Les langues nationales étaient utilisées. Il y avait théâtre, il y avait musique, etc. Donc, il y a une dimension populaire. Les poètes, les musiciens. Dans l'exposition, j'ai mis là-bas un élément très important sur l'appropriation par les populations. Alors maintenant, les étapes suivantes, je ne sais pas combien de minutes me reste, Madame la modératrice, mais les étapes suivantes, c'est de partager le dossier avec et par les parties intéressées au niveau sénégalais, au niveau activité. Il faut qu'on partage tout ça. Ça, c'est une étape importante. Ce qui s'est fait à Dakar, ce que vous faites aujourd'hui, ce que d'autres font. Peut-être qu'on ne connaît pas. Et la mise en place de comités scientifiques, organisationnels, comité de finances, et valider un grand projet que j'appelle le grand colloque sur la renaissance de l'Afrique. Alors, on passe au cap 2024, on est en 2024. Il faut évaluer le centenaire. J'ai mis même Yoli, voilà, les chemins de la connaissance qui organisent le 3 février. Mais il faut poursuivre et accompagner des célébrations et commémorations. L'autre jour, tu m'avais indiqué dans un mail que nos amis de Guadeloupe voulaient organiser quelque chose. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais je sais que le 7 février, à Dakar, je serai encore en Europe. Il va y avoir une réflexion sur quelle stratégie de communication pour la renaissance de l'Afrique. Comment communiquer? Le jeune en face de moi disait tout à l'heure dans les débats informels, comment expliquer que des présidents comme Nyerere, ça n'a pas continué? Comment expliquer que Cheikh Anta, qui a créé des partis politiques, ça n'a pas abouti? Il faut qu'on réfléchisse sur ce thème. À Dakar, le 7 février, ceux qui sont intéressés, je pourrais vous transmettre le lien, ils vont discuter de cette question. Quelle est la stratégie de communication pour que les idées de Cheikh Anta ne restent pas seulement dans les cercles comme nous qui sommes dans cette salle? Parce qu'il y a un grand penseur qui dit que les idées justes deviennent des forces matérielles quand elles pénètrent les masses fondamentales, les masses populaires. Et les masses, c'est qui? C'est 70% des Africains, c'est des jeunes. Et parmi ces jeunes, le nombre de filles. Et Cheikh Anta a dit que ce sont les jeunes et les femmes qui vont être les leviers pour la libération de l'Afrique et pour la renaissance de l'Afrique. Donc le thème du 7 février de cette année, à Dakar, à partir du département d'histoire et des groupes de jeunes qui s'appellent Carbone 14, il y a beaucoup d'associations de jeunes. Je pourrais donner deux noms. Donc, il faut ne pas négliger ce qui va se faire. Cette année, il y aura encore des célébrations et des commémorations. Bref, le grand colloque
Et je termine par là avant la note finale, qui sera vocale comme au début. La Renaissance africaine, le grand colloque, je ne sais pas si ça sera organisé. Sans problème de moyens. Mais il faudra revenir sur ce que j'appelle les quatre modules. Les questions d'épistémologie, ça devient clair dans la tête. Deuxième axe, c'est l'histoire, l'archéologie, qu'il s'agit des langues et de l'histoire. Il faut qu'on en discute. Il n'y a pas eu une seule renaissance de l'Afrique. Mais dans l'Antiquité, il y a eu des renaissances de l'Afrique. Si vous connaissez très bien l'histoire de l'Égypte, il y a eu des moments où l'Égypte a été en déclin. Ce qu'on appelle l'ancien empire, le nouvel empire. Mais il y a eu des moments de renaissance. Déjà, dans l'Antiquité, je ne parlerai pas de Méroé, je ne parlerai pas des empires africains que moi j'enseignais à mes étudiants, l'empire d'Aksum, l'Aksum, l'Éthiopie. Il y a eu des inventions. Sur ce plan-là, d'ailleurs, j'ai des nuances avec Charanta, parce que Charanta parle du début de l'abrutissement du monde noir à partir de la conquête perse. Quand on a organisé en 82 le symposium sur le péché Kanta, je lui ai dit, professeur, je pense qu'il faut nuancer. Il y a eu, après la conquête perse, des renaissances de l'Afrique. Et je suis sûr qu'il est d'accord. Mais Cheikh Anta, comme vous le savez, a des formulations des fois frontales. Je dis, mes chers professeurs, et je sais qu'il sait tout ça, parce qu'au Moyen-Âge, il y a eu des renaissances de l'Afrique, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, la période des grands empires, la période du Mali. Qu'est-ce qu'on appelle le Ghana? Et même avant Mali et Ghana, il y a un pays sur lequel il faut faire des recherches, le pays d'Agissimba, un pays mystérieux. Évoqué par les Romains, ils disent que le roi d'Agissimba, c'est le plus puissant dans cette zone sahélo-soudanaise. Est-ce que c'est Djenno Djenné? Est-ce que c'est... Bon, bref, il y a des choses encore à voir. Donc, il y a eu des renaissances. Et cette partie-là, ce deuxième module important, il y a les défis maintenant contemporains, politiques, économiques, culturels. J'ai organisé des débats sur les défis politiques en Afrique. Les débats économiques, comment l'Afrique va s'en sortir? Les projets de NEPAD, aujourd'hui, ZLECA, ces projets-là, est-ce qu'ils vont libérer l'Afrique? Bon, donc il faudra qu'on revienne dans le cadre du colloque sur ces questions. Les défis culturels, les cultures africaines. Oui, on en a parlé, les musiciens, les artistes, les cinéastes. J'ai même développé, dans le cadre de la chaire, un module sur les utopies africaines. Il y a eu des utopies. Il y a encore des utopies. Vous connaissez le film Black Panther. Il y a d'autres. Il y a des architectes, j'ai invité des amis architectes qui ont fait des développements sur quelle ville nouvelle pour l'Afrique. Est-ce que les villes que nous avons actuellement là, il faut bon vivre à Dakar, à Abidjan, à Kinshasa, Dar es Salaam. Ce sont ces villes-là qu'il nous faut. On va discuter de ça, des utopies, et enfin, on va discuter des reconstitutions et projections. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on était à l'école, on nous a appris que ce sont les Portugais, les Italiens, les Espagnols qui ont découvert l'Afrique. Mon Dieu! Qui a découvert qui? Mais le premier texte que je connais, moi, de l'Antiquité, qui parle de la découverte du continent africain, ça n'a pas été fait par les Européens. Il y a un pharaon qui s'appelle Nekao, qui a décidé un jour de savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de l'Égypte. Il a eu des vaisseaux, et d'ailleurs c'était le début d'une coopération même technique. Il y a eu des marins phéniciens dans l'expédition. Il y a eu des marins phéniciens. Ils ont fait le tour de l'Afrique, ils ont décrit tout ça. Ils ont dit que ça s'est fait en 3 ans. Aujourd'hui, essayez de faire le tour de l'Afrique avec des bateaux, vous allez voir combien de temps. Ils ont donné les détails, où ils sont arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte dit même qu'ils ont semé des fois pour manger et continuer. Voilà ce texte.
Alors, il faut reconstituer. Je sais qu'il y a mon aîné, Pathé Diagne, que certains d'entre vous connaissent. Pathé était disciple de Cheikh Anta. C'est d'ailleurs Pathé qui a organisé en 82, quand je suis rentré à Dakar, le fameux symposium. C'est l'ami de Sembène Ousmane, que vous connaissez. Mais Pathé, il a tenté un moment de faire... Bon, vous allez... paix à son âme. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Il a voulu reconstituer le périple d'un Mansa, Bakary II, qui a tenté de découvrir... Enfin, il a tenté d'aller au-delà de l'océan. Ça, c'est documenté dans les sources arabes. Et dans la tradition africaine, il y a des Maliens dans la salle. Bakary II, on a l'information, il a tenté de savoir ce qui se passe au-delà de l'océan. L'expédition n'est pas revenue. C'est au XIVe siècle, hein, ce que je raconte. Et la deuxième fois, comme l'expédition est revenue, il décide lui-même de conduire l'expédition. Il n'est jamais revenu. Certains pensent qu'il a atteint l'Amérique. Et Ivan Sertima, j'ai exposé ses livres là-bas. Il a écrit un livre qui s'appelle « Ils y étaient avant Colombo ». They came before Columbus. Bon, si on organise ce colloque, on va revenir sur ces questions-là. Qu'est-ce que disent les traditionnistes africains? Ce Mansa-là, du Mali. Quelle mouche l'a piqué pour aller au-delà? Et ça, c'est avant Colombe, qui dit qu'il a découvert l'Amérique. Donc, voilà un peu les questions sur lesquelles il faudrait revenir. Et je termine par l'élément vidéo pour dire, pour vous donner une idée de l'ambiance, et je terminerai par là. C'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais voilà. C'est cet élément du colloque de décembre où je dis comment je vois. C'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais après les recoupements, on sait bien que le président Senghor avait fait en sorte que les Sénégalais, les intellectuels, aient le suivi de cette rencontre. Donc ça existe, ceux qui sont intéressés peuvent voir vraiment comment chaque moment était relayé par le journaliste, je pense qu'il s'appelait Ahmed Diop. Et voilà. Et donc, ça, je ne rentre pas dans les détails. La deuxième chose, c'est concernant le rapport. Que Guéli vous a montré tout à l'heure. C'est terrible. Il y avait un journaliste sénégalais qui était issu de Senghor a payé pour qu'il parle. Il a été rédigé par quelqu'un qui va par mon directeur de thèse à Paris, Jean Devis. C'est un ancien de Dakar. Il a enseigné dans les années 60. Ceux qui lisent les travaux de Cheikh Anta, savent bien les réponses qu'il fait à Devis, à Mouni, etc. Alors, c'est dire que le rapport de courage, de force était inégal. Dire que le rapport de force était inégal. Cheikh Anta et Obenga ont mieux préparé, alors que l'UNESCO avait demandé à chacun de mieux préparer. C'est pour ça qu'Obenga parle de victoire. Le rapport, parce que quand un rapport officiel dit que les autres n'ont pas préparé sérieusement, alors qu'on leur avait demandé, je pense que ça suffit. Deuxième chose intéressante, le professeur Sénéron dont il a parlé. Deuxième chose intéressante, le professeur Sénéron dont il a parlé. On a montré Sénéron tout à l'heure. Il a dit la comparaison entre le Wolof et l'Égyptien ne peut pas relever du hasard. Donc là aussi, je pense que c'était les éléments que je voudrais apporter. Alors, la suite maintenant, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Mais c'est que après ce que vous avez vu rapidement, le colloque du Caire, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. 2 ans après, à Dakar, il y a eu un colloque sur Afrique noire et monde méditerranéen. Je ne vais pas discuter parce que Cheikh Anta est intervenu, mais si vous lisez le livre, son texte n'est pas publié. Et je ne reviens pas sur les raisons qu'on a évoquées. Je ne reviens pas sur les raisons qu'on a évoquées pour expliquer que la publication ne figure pas dans le livre qui existe à Dakar. Ensuite, circulons. L'idéal panafricain. L'idéal panafricain. Et c'est lors de cette rencontre-là, vous avez le ministère. Et c'est lors de cette rencontre-là, vous avez. Je leur avais demandé. Donc, je leur avais demandé. Donc, qu'on revienne sur le colloque du Caire
Donc l'idée a été partagée, endossée au sein de la délégation du Sénégal. Donc, ouais, il y a des images, il y avait beaucoup de jeunes Sénégalais. Oui, il y a des images, il y avait beaucoup de jeunes Sénégalais qui vivent au Caire actuellement. Là, c'est les Égyptiennes. Il y avait des Nubiens dont vous parlez aussi. Bon, c'était une rencontre très intéressante. Et les Égyptiens noirs, il y en a encore aujourd'hui. Les Égyptiens noirs, il y en a encore aujourd'hui. Alors, il y a 4 ans, j'ai partagé en milieu universitaire dans certains cercles culturels, avec le directeur du musée, le coordinateur de l'histoire générale, le professeur ils ont accueilli favorablement l'idée d'un projet pour qu'on célèbre les 50 années après le Caire. L'effet nouveau, c'est qu'entre-temps, il y a eu le centenaire du doyen Amadou Mokhtar, parce qu'en tant que l'UNESCO a joué un rôle capital. Devis, c'est son ami. Devis, c'est son ami. C'est des intellectuels qui, donc lors du centenaire du doyen, il y a eu maintenant des choses perturbées. Et ensuite, il y a eu l'ICESCO, qui est l'équivalent de l'UNESCO. Ils m'ont demandé, en relation avec l'UCAD, de lancer l'idée d'une chaire sur la Renaissance de l'Afrique depuis 2 ans. Donc voilà, maintenant les prochaines étapes, on partage le dossier avec les partis intéressés au niveau sénégalais, puis au niveau africain et international. Il y a eu la mise en place de comités, il y a 6 personnes qui sont dans la salle, qui sont au courant depuis longtemps de tout ce que je raconte. On a validé la mise en œuvre, donc bon, là, il y a des comités. On capture 2024. Alors, ce qu'on va faire, qu'on évalue ce qu'on vient de faire les 5 jours. Jean-Baké, qu'on poursuit et qu'on accompagne. Les célébrations, les commémorations, ok, on va pas les lâcher, on va continuer. Le mois prochain, je suis invité à Paris, par une organisation qui s'appelle Ils sont venus à Dakar. Alors, ensuite, je sais que, comme chaque année, le 7 février, il y a des groupes qui se préparent. Et je crois que je vois dans la salle certains comme Aziz. On va continuer. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'organiser ce grand colloque sur la naissance de l'Afrique. Au niveau de la chaire, on a discuté d'abord sur des questions épistémologiques. Parce que ça signifie. On a beaucoup travaillé depuis sur l'histoire des renaissances. L'Afrique n'a pas connu une seule renaissance. Même dans l'Antiquité, il y a eu des renaissances africaines. Quelqu'un comme le professeur Aboubakar Moussa, il a expliqué les renaissances qu'il y a eu même dans l'Antiquité. Il y a eu des renaissances au Moyen-Âge, il y a d'autres renaissances africaines. Alors, les défis contemporains, aussi, on en a parlé, parce que c'est bien de parler d'égyptologie, mais mon Dieu, l'Afrique aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a, sur le plan politique, sur le plan économique, on a une des gestions là-dessus, on a une des gestions là-dessus, et lors de ce grand colloque, on va revenir sur ça. On a même abordé les utopies africains. Il y a des cinéastes africains, il y a des Africains qui imaginent l'Afrique de demain. Ils ont fait des films, on a regardé les films, on a réfléchi là-dessus. Donc, on va discuter de ça avec les travailleurs culturels qui sont dans ce pays. Le sport, on va l'intégrer. Pourquoi? Mais l'égyptologie, attention, quand on nous raconte l'histoire de la découverte de l'Afrique, qui a découvert l'Afrique? Mais les premiers qui ont fait le tour de l'Afrique, c'est des pharaons. Le périple de Nekao, c'est un pharaon. C'est le premier texte qui nous dit qu'on a fait le tour du continent et ils l'ont fait en 3 ans. On a tous les détails. Alors, on va revenir sur ces questions-là. Je sais que Pathé Diagne a essayé avec Bakary II, bon, au Sénégal, mais on va revenir sur ces questions. Le périple de Anon le Carthaginois, qui est venu, qui a décrit. Quand on parle de l'Antiquité, ce n'est pas seulement les sources égyptiennes. Il y a les sources phéniciennes, il y a les sources gréco-latines, et qui donnent des informations. Parfois, les textes égyptiens, en tout cas au moment où je vous parle, moi je ne connais pas encore
de textes égyptiens qui donnent le détail sur le périple de Nekao. Qu'est-ce qui l'a amené à faire le tour du continent et à revenir? On va revenir donc avec des équipes, même l'Afrique à pied. Nos ancêtres, ils allaient à la Mecque à pied. Et Cheikh Anta, avant de quitter ce beau monde, avait élaboré un projet qu'on n'a pas pu réaliser. C'était en 87. Le projet consistait, à partir de Dakar, à aller faire ce que les Français ont fait Djibouti. Eh bien, j'ajouterais que les Africains également fassent ce que les colons ont essayé de faire, le Cap Alexandrie. Et les deux se sont rencontrés à Fashoda, où il y a beaucoup de Sénégalais qui sont morts d'ailleurs, quand les armées britanniques et les armées françaises se sont rencontrées au Soudan. Donc, on va, dans le cadre de ce colloque, revenir sur ces problèmes-là pour que nous, les Africains, qu'on ouvre notre esprit sur le monde. Donc, 2024, 50 ans du colloque de l'égyptologie. Bon, ce colloque, est-ce qu'on va le faire en 2024? C'est ce qu'on veut. Il faut que chacun, donc on continue le processus. Et voilà ce que nous pouvons ajouter en vous remerciant vous tous et en disant qu'il faut être optimiste. Chacun d'entre vous, s'il a ses projets, ben, on mutualise nos efforts et je crois que c'est ça qui nous permettra d'assister à une renaissance de l'Afrique. Et je signale que Cheikh Anta a écrit sur la renaissance de l'Afrique, mais le texte, à mon avis, qui est très important sur la renaissance, c'est durant le 19e. Africanus Bale, qui était médecin et qui était dans les armées britanniques, qui a développé ses connaissances en médecine pour expliquer que la renaissance est possible, mais qui aussi connaissait le latin, le grec, connaissait un certain nombre de choses. Donc les Africains ont beaucoup écrit. On a parlé dans notre travail de ce que Kadhafi a dit, Mbeki, etc. Donc on revisitera tout ça pour aller de l'avant. Je vous remercie. Merci. Ça y est, maintenant, il y a des questions, voilà. Des objections. Voilà. Donc, on va aborder une partie de questions-réponses. Donc, ceux qui ont une question, vous allez lever la main, et puis on vous passera le micro. On a prévu du coup 15-20 minutes maximum pour cette séance, donc essayez d'avoir des questions brèves et voilà, pour qu'on puisse prendre quand même 2 ou 3 questions, et je vais voir si je peux prendre aussi une question qui est en ligne. Donc s'il y a des personnes qui sont en ligne et qui veulent poser une question, n'hésitez pas à la poster dans le chat, on va la reprendre et on va la partager. Non, on n'a pas calculé. C'est bon. C'est demandé. Je vais vous laisser répondre. Je peux partir. Oh, oui, tu peux pas. Là, c'est bon. Vas-y. Oui, oui, absolument. Bonjour, professeur. Je vous laisse maintenant. Demander qu'est-ce que vous en pensez de ce colloque? Est-ce que vous pensez qu'il va se faire et qu'il va être grandiose? Parce que, on se projette en attend, mais est-ce que vous pensez, vous, que ça va être vraiment grandiose, que tous les Africains, beaucoup d'Africains vont pouvoir participer à ce colloque? Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Mathurine. Mathurine, d'accord. Merci. Mathurine, mais ok. Ouais, je réponds ou bien je prends les 4 questions? Les questions mieux vaut que je prenne les 4 questions, comme ça je réponds une bonne fois, puisque comme il y a une deuxième, voilà. Mais je note la question de Mathurine sur la faisabilité.
Oui. Deuxième question. Là aussi, le nom, prénom. Voilà, ben c'est Jean-Marc Guèche. Donc j'ai une question. C'est Jean-Marc. Jean-Marc. Oui. Vous évoquez un peu en filigrane le problème aussi de moyens. Est-ce que vous avez des solutions, des moyens financiers pour soutenir des activités culturelles, d'investigation scientifique, et soutenir des colloques par exemple, ou est-ce que vous avez des blocages à ce niveau-là? Ouais, très bonne question. Voilà. Merci. Une autre question? Voilà. Merci. Ouais. Bon. On va pouvoir passer aux réponses. Ah. Oui, bonjour professeur. Bonjour. C'est Ben. La question que j'aimerais poser, c'est existe-t-il dans des questions d'histoire africaine des consensus sur des thèmes qui parfois de nos jours font polémique? Et donc voilà, est-ce qu'il y a en quelque sorte un peu comme ce qu'on sait hein, en termes de consensus scientifique vis-à-vis de l'école égyptologique africaine sur des grandes questions qui peuvent faire polémique? Existe-t-il des consensus ou y a-t-il une espèce d'autorité ou de collège qui décide de trancher sur certaines questions parfois polémiques voilà. Okay. Merci. OK. Quelqu'un d'autre? Déjà, Professeur, c'est Idrissa. Idrissa. Je voulais savoir votre avis sur le mode de gouvernance en Afrique. Merci. OK. OK. Merci, oui. Je vais commencer par la question de Mathilde sur le projet du grand colloque. Je dirais même d'activité. Pour moi, le colloque serait qu'un aspect. La dimension rencontre d'intellectuels qui discutent, mais si vous avez fait attention, j'ai parlé de rencontres, d'activités, et je ne vous cacherai pas que c'est ambitieux, c'est fou d'ailleurs. J'ai évoqué un projet qu'on avait élaboré du vivant de Cheikh Anta. D'ailleurs, sur le film, il y a une petite erreur, j'ai dit 87, non, c'est pas possible parce qu'il est décédé en 86. C'était un lapsus. Bref, le texte, je l'ai publié dans un livre qui s'appelle Afrique ancienne dévoilée, publié par les éditions Silex. J'ai mis ce document en annexe, où avec Cheikh Anta, on avait discuté pour faire ce voyage depuis le Sénégal jusqu'en Égypte, parce que Cheikh Anta a beaucoup écrit sur les migrations africaines. Il dit qu'il faut qu'on vérifie. J'avoue que j'ai beaucoup voyagé en Afrique et je crois que Cheikh Anta a raison. Si on voit les similitudes qu'il y a entre les peuples, je pense que tout le monde a migré d'ailleurs. On a beaucoup bougé, mais ce genre d'activité, je l'ai mis dans le projet. Je ne vois pas pourquoi les Européens l'ont fait à un moment, parce que la colonne Dakar-Djibouti, ils l'ont fait à l'époque coloniale, pour ramasser beaucoup d'informations. Ils l'avaient fait en voiture, ils l'ont fait comme ils ont pu. Et les Britanniques, ils ont fait aussi cela. Donc,
ces éléments-là font que j'ai en tête. Mais le périple aussi, j'en ai parlé à des amis qui sont dans le comité olympique africain. À Dakar, j'ai des amis qui travaillent. J'ai dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas organiser ce que les Européens ils font, les Américains ils le font. Le Paris-Dakar, je rappelle que nous, on était le lieu de passage là. Qu'est-ce qui empêche que les Africains ils essaient de voir combien de temps ça prend de partir depuis le Caire, faire le tour et revenir au Caire. Les pharaons, ils l'ont fait. Nous, combien de temps ça nous prend? Donc ce projet-là, peut-être qu'il ne sera jamais réalisé. Ou bien peut-être que je ne serai pas dans ce monde. Parce que comme vous dites, et ça rejoint la question de Jean-Marc sur la question des moyens. Alors là, qui va prendre le fundraising? Moi, quand on m'avait confié cette chaire, j'ai dit que bon, certes, les universités peuvent apporter un soutien, des trucs comme ça, pour marcher, mais il fallait faire du fundraising. Je suis dans le milieu des ONG. Je sais comment on fait le fundraising. Comment on élabore un projet? Il faut avoir ses propres ressources aussi, il faut générer des moyens. Je ne sais pas comment vous faites, mais il y a toute une stratégie de financement. Mais ce projet dont je parle, si les États ne mettent pas la main dessus, au niveau de l'Union africaine, si le secteur financier africain qui croit à l'Afrique n'y met pas les moyens, si ceux qui n'y mettent pas les moyens, il ne sera jamais fait. Donc, je suis conscient de ça, mais en tant qu'intellectuels, nous devons écrire ce que nous pensons. C'est notre rôle. Je ne sais pas quand je vais rentrer à Dakar, parce que la séance d'aujourd'hui, c'était le dernier jalon de ce que j'appelle l'expérimentation. Je vais faire un rapport aux autorités de l'Université de Dakar et à l'ICESCO en leur disant, moi, pendant 2 ans, j'ai travaillé, voilà ce que je vois. Eh bien, soit les gens suivent, soit ils ne suivent pas, ben, d'autres Africains le feront. Peu importe, hein. Ah oui, il y a d'autres Africains à travers le monde. Je suis sûr que dans la diaspora noire américaine ou dans la diaspora sud-américaine, ou peut-être des amis de nos associations, ils auront le courage de faire ça. Mais ce ne sera pas une petite affaire. Peut-être que ce sont vos enfants qui le feront, hein. Mais il faut le faire. Tant qu'on ne fera pas cela, que l'Afrique découvre son histoire, ce que les ancêtres ont fait, ce que Pathé a essayé de faire pour aller vers l'Amérique là. Moi, je suis incapable de dire ce qui est arrivé à Bakary II. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le livre de Ivan Sertima. Il y a des gens qui ont écrit en disant que certains sont arrivés là-bas, qui sont restés en Amérique, n'ont jamais pu revenir. Parce qu'à traverser l'Atlantique, c'est une chose, revenir, c'est autre chose. Même faire le tour de l'Afrique, il est plus facile, ça je le sais, parce que de quitter depuis le Maroc et de faire ce que Hanon a essayé de faire, que de faire l'inverse. Le retour sur les côtes africaines, c'est pas mal de marins qui sont cassés les figures. Je le sais. Vous savez, un des drames les plus graves de la navigation aérienne, maritime, c'est le Diola. 2000 morts. Mais moi, j'ai fait la navigation par bateau, donc en venant de Dakar au sud, mais le retour est plus difficile. Et il y a eu, parce qu'on n'a pas étudié à un certain moment, un certain nombre d'éléments, il y a eu la catastrophe la plus grave, un bateau surchargé. Et donc, toutes ces questions, il faut qu'on y revienne, sinon, comment est-ce qu'on va développer le continent? Il faut qu'on comprenne ce qui nous est arrivé. Et ce qui nous arrive encore, la traversée du Sahara aussi. Mais les ancêtres, ils le faisaient. Ils allaient à la Mecque à pied. Je le sais parce que j'ai été en Éthiopie, j'ai vu des familles, Cissé par exemple, des noms qu'on trouve aujourd'hui au Mali, au Sénégal. Il y a des gens qui sont restés en route, qui sont restés là-bas en Éthiopie depuis longtemps. Au Soudan, n'en parlons pas. Donc la question des migrations. Donc en gros, pour répondre à Maturine et à Jean-Marc,
Bon, c'est un... parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre. On a beaucoup parlé. Il faudrait que les Africains se retrouvent, qu'ils échangent sur comment ils voient les différentes renaissances et comment pousser l'Union africaine à aller... Les conflits qu'on voit, vous pensez qu'on va continuer comme ça? Des généraux qui prennent le pouvoir ici par là, des coups d'État institutionnels, des élections truquées. Et quand on va s'asseoir, ça me permet d'aborder maintenant la question de Dali. Donc, consensus sur des thèmes qui font... c'est Idrissa qui a posé la question, je vais terminer par Dali, mais Idrissa a posé la question du mode de gouvernement en Afrique. Ah, c'est une question capitale. Moi, j'ai enseigné pendant 30 ans l'histoire des institutions. La perspective de l'historien, qui n'est pas la même que la perspective du juriste. C'est moins l'aspect technique. À Dakar, je participe à beaucoup de jurys à la faculté des sciences juridiques et politiques. Mais je dis souvent à mes collègues juristes, vous vous enseignez comment ça doit être, etc. Moi, je parle des faits. On nous a aujourd'hui enseigné que le meilleur système de gouvernement, c'est la démocratie, n'est-ce pas? Qui est contre la démocratie dans cette salle? Ceux qui sont contre. Oui. Alors, vous êtes pour quel type de régime? Monarchie. Il y a des monarques ici? Voilà. Alors, mais tous ces débats-là, c'est très intéressant. En tout cas, la démocratie, ceux qui sont sceptiques, ils n'ont pas tort, parce que le mot est piégé dès le départ. Le démos, je dis à mes étudiants que c'est le peuple recensé. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple recensé. Alors, là où ça a été inventé, en Grèce, sur une population de 400 000, il y avait 25 000 qui étaient concernés. Les métèques, les étrangers, les esclaves, les femmes étaient exclues. Ce qui fait qu'on a été obligé de créer une démocratie populaire, démocratie villageoise. Donc, il faut qu'on, nous, en Afrique, on voit l'histoire de nos institutions. Alors, le retour à l'Égypte est très intéressant parce que le mot, la première forme, les premières formes d'organisation, c'est en Égypte, on voit comment, ce qu'on appelle les sepets, les divisions territoriales, comment ça fonctionne. On voit également le pouvoir de Pharaon. Mais Pharaon, c'est le grand propriétaire, père AA. Mais il y avait d'autres personnalités. Donc, comment ça a été géré? Les problèmes qu'il y a eu, les changements de régime, les révolutions, il y en a eu. Cheikh Anta, Obenga, ils connaissent très bien. Les premières révolutions dans l'histoire de l'humanité, c'est en Égypte. Les grèves d'ouvriers, c'est en Égypte. Qui faisait les pyramides là. On a tout ça. Donc il faudrait qu'on réfléchisse, Idrissa, sur comment on en est arrivé à des régimes. Cheikh Anta parle beaucoup de bicaméralisme. Il a raison. Le bicaméralisme, c'est que dans beaucoup de sociétés africaines, il y avait des chambres où les hommes discutaient, mais il y avait des chambres où les femmes discutaient. Et on ne prenait pas des décisions si on n'avait pas le point de vue de la chambre des femmes. Ah oui, ça existait. Et vous pensez que nos systèmes-là, démocratiques, actuels, mieux. Lors du colloque de Dakar tout récemment, sur l'égyptologie, j'ai dit à mes amis qui parlent de bicaméralisme qu'il faut même parler de tricaméralisme. Parce qu'il y a certaines sociétés africaines, dont celle que je connais bien au Sénégal, où il y a également une chambre des jeunes. À Dakar, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une communauté, la communauté Lébou, qui est à Dakar. On a parlé même de république Lébou, mais il y avait des formes républicaines. Et au village de Ouakam, là où j'habite actuellement, c'est une part de Dakar, il y avait ce qu'on appelle les 12 assemblées, les 12 pench. Mais il y a certaines questions cruciales, si les jeunes ne se prononcent pas, il ne peut pas y avoir de décision.
Donc, Idrissa, le débat il est ouvert. Et ce que je dis du Sénégal, je suis sûr que dans d'autres pays africains, ça existe. Des formes de gouvernance, parce que là, on est dans l'impasse des régimes africains, là. Les élections truquées, chez nous même les parrainages, un certain nombre de choses. Un groupe vient et on va vers la catastrophe avec ce type de régime. Je fais partie de ce qu'on appelle les assises nationales au Sénégal, dirigées par certains inspirés par beaucoup d'autres, mais dirigés par Amadou Mahtar Mbow, qui vit toujours. On a célébré son... Il a plus de 100 ans. C'est lui qui avait inspiré les assises. Moi, j'ai été chargé de la gouvernance sociale. Il y avait gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale. C'est 3 formes de gouvernance. Et on est arrivé à un consensus. On dit que pour la nouvelle Afrique, pour le nouveau Sénégal, plus ou moins, voilà ce qu'il faut faire. Si on le fait, on aura là. Et je reviens aux motivations qui ont amené la démocratie. La démocratie a été inventée pour mettre fin, par les Grecs, pour mettre fin à ce qu'on appelle la stasis, les troubles permanents. Donc, si vous voulez la paix, si vous voulez le développement, il faut faire... Bon, certains amis parlent de matocratie, matocratie. J'aime bien le mot. Oui, mat, c'est l'équilibre. Mat, c'est la justice, la solidarité. C'est un concept égyptien. Je crois que la matocratie, au Sénégal, pour traduire la démocratie, je suis obligé de dire en Wolof, Yëngu ngir bokk, c'est une tension permanente pour plus de liberté et de justice. C'est comme ça que je traduis moi la démocratie. Si je veux me faire comprendre en Wolof, je n'utilise pas le mot démocratie parce que c'est un mot chargé. Moi, je comprends. Mais je traduis Yëngu, c'est bouger. Bok, bok, c'est partager. Bok, en Wolof. Et ça signifie prendre part. Attention, c'est partager, mais c'est prendre part, le processus. J'aurais pu parler de bokisme, mais maths, comme c'est plus ancien, donc Idrissa, je ne sais pas si je réponds. Je termine par Dali, consensus sur les thèmes qui font polémique. Alors là, c'est très difficile. Vous savez, dans l'université, le consensus, sauf tout à l'heure quand on a parlé de l'origine de l'humanité. Encore qu'il n'y a pas de consensus, il y a des théories révisionnistes qui disent que l'homme est né peut-être, je ne sais pas, ou bien qui disent que oui, pourquoi pas en Asie. Tu vois, même des gens qui disent pourquoi pas même en Europe. Hein. Oui, ça. Par contre, les scientifiques, les sachants-là, ceux qui réfléchissent sérieusement, comme Marc, mais aujourd'hui, il est triste de voir un chercheur sérieux, scientifiquement armé, qui va dire le contraire. À savoir que l'homme est né en Afrique, c'est à partir du continent africain qu'il est ailleurs. Ça, il y a consensus, Dali, entre les spécialistes. J'ai écouté, il y a 2 ans, au Collège de France, quelqu'un qui inaugurait sa chaîne. Mais il dit que c'est banal, l'homme est né en Afrique. Les théories moléculaires ou d'autres théories, tout cela le prouve. Mais par contre, sur les questions égyptologiques, c'est très difficile d'avoir des consensus parce qu'il y a des enjeux. Et bon, maintenant, entre Africains eux-mêmes, nous-mêmes, bon, il y aura des polémiques, hein, de temps en temps, c'est quelque chose. Moi, par exemple, si on me demande qu'est-ce que je pense de l'origine de la civilisation égyptienne, sur la Nubie, je dis oui, mais avant la Nubie, ah ben, la thèse qui veut que, pour comprendre les hiéroglyphes, il faut aller jusqu'à Ouganda. OK? Au Congo, RDC, Los Dissango. Ah ben, ce processus-là, moi j'ouvre mon esprit, je dis oui, écoutons cela. Ce que je crois, c'est pour comprendre l'émergence de la civilisation égyptienne, il faut tenir compte de ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs à un certain moment de l'histoire africaine, des éruptions volcaniques. Il y a eu beaucoup d'éléments. Et ce qui s'est passé au Sahara. Sinon, on ne comprendra pas, à mon avis. Mais ça, c'est mon point de vue. Un autre collègue égyptologue peut avoir d'autres points de vue. Et
sur un certain nombre de questions. Donc, Cheikh Anta s'était prononcé sur l'école d'égyptologie. Bon, à Dakar, ça verra le jour comme centre. Dans d'autres pays africains, il va y avoir. Je crois que 100 écoles rivalisent, mais que 100 écoles mutualisent, ce serait bon. Donc, je ne pense pas que dans le domaine scientifique, on va toujours avoir des consensus. Il y a des questions sur lesquelles on peut avoir un consensus. En tout cas, le colloque du Caire, au moins, aura permis qu'il y ait un consensus sur que l'Égypte est africaine. Ce n'était pas évident. Profondément africaine. Et que pour comprendre la situation égyptienne, il faut la rattacher aux langues d'Afrique, à un certain nombre de coutumes africaines, plutôt que de regarder vers l'Europe et même vers l'Asie. Maintenant, les Égyptiens, non seulement ont intégré des apports extérieurs, ils ont été des conquérants, mieux, même le débat sur le métissage. Mais bien sûr, il y a eu des métissages en Égypte. Les pharaons ont eu des femmes asiatiques, des femmes de la Méditerranée, quel est le problème? Donc, sur ces questions-là, il faut y avoir effectivement consensus. Encourageons donc. Ils ne sont pas d'accord. Comment ça, professeur, il n'y a pas eu de problème? Que les métissages, il y a eu des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Il y a des femmes, les pharaons, il y a eu des pharaons qui ont eu à épouser, mais ça c'est documenté dans les textes. Oui, mais ça, Chirante lui-même n'a jamais écarté ça, mais il a dit que ça, c'est pas, voilà, ça c'est pas l'objet de débat. L'essentiel, c'est que c'est une civilisation, j'aime bien le titre, Egypt, Child of Africa. C'est un enfant de l'Afrique. C'est les Européens qui, à un certain moment, c'est eux qui ont créé le problème en voulant créer une Égypte qui n'est pas africaine. Tout ce qu'on fait, c'est une réplique par rapport à ça. Donc, le consensus sur ces questions. Maintenant, pour terminer avec le colloque du Caire, il n'y a pas eu un consensus sur les... et c'est dommage, on a perdu un peu de temps. Nous, Africains, il faut accélérer sur le déchiffrement du méroïtique. Ah oui, le déchiffrement. Je rappelle que le thème du Caire, c'était 2 questions. Le peuplement de l'Égypte, ça, je crois que c'est classé. Mais le déchiffrement, eh ben, l'idée, c'était de voir quelle est la langue africaine actuelle qui permet de lire, de comprendre, pas seulement de lire, parce que le fait de lire, aujourd'hui, on lit le méroïtique. Mais comment comprendre le méroïtique? Ça, on n'a pas réglé le problème. C'est pour ça que dans le colloque qu'il faudra organiser, je sais que nos amis du Soudan, mais malheureusement, il y a combien de Soudan actuels? Le Soudan du Sud, les amis sont... Je connais des amis qui travaillent sur ces questions, mais il faudra mondialiser, qu'on évite ces amis. Il y a un ami que je connais, avec qui je travaille beaucoup, Samba Mboup, qui est lui un panafricain, qui a fait l'Afrique du Sud, qui parle le Swahili couramment. Lui, il est engagé dans ce combat. Je lui ai dit, Bach, il faut que tu ailles et que nos amis soudanais viennent. Parce que le méroïtique, il faut bien qu'on avance aussi. Ce matin, on a beaucoup discuté des cosmogonies africaines. On a discuté beaucoup de ce qu'on ne pourra jamais trancher si vous n'envoyez pas des étudiants faire des recherches approfondies sur un certain nombre de questions sur les mythes africains et sur les langues africaines pour expliquer pourquoi le mot Simba que vous avez au Congo là-bas. Mais le mot existe en Wolof, Simba, qui signifie le joli faux lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas clarifiées. Et pourquoi il y a ces mythes des royaumes africains à partir de l'hippopotame? Depuis l'Égypte pharaonique. Le Mali, c'est le même nom. Je pense même qu'Addis Simba, c'est l'hippopotame. Le monomotapa, c'est le même animal symbolique. Pourquoi? Mais il y a des leçons à tirer.
Donc ces questions-là, c'est des questions ouvertes. Je crois que d'autres conférences suivront. Merci. Merci. Donc, nous allons poursuivre sans plus tarder nos échanges. Je vais donc inviter Thibaut Baribok à venir donc s'entretenir avec nous.